Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Il fait nuit sur la côte du lac Michigan, mais bien que celui-ci se trouve à peine à quelques centaines de mètres, rien autour ne permet de déceler la présence toute proche de ces dunes et de ces flots. La route est engoncée entre deux monticules de terre, lesquels sont à peine éclairés par la lumière électrique des lampadaires qui rythment le défilement du paysage. Une Ford Mustang modèle 1974 roule à vive allure, et le son caractéristique de son moteur vieillissant est la seule chose qui rompe le silence alentour. Un homme aux longs cheveux blonds et à la carrure modeste se trouve au volant. Ses yeux clairs sont fixés sur la route, et un fin sourire est dessiné sur son visage imberbe. À ses côtés, sur le siège passager, une belle jeune femme est recroquevillée sur elle-même. À la fois curieuse et créative, Ida Van Camp ne sait pas ce qui l'attend. Son sire, qui tient à se faire appeler Juggler, le jongleur, est venu la chercher directement au manoir côtier où elle séjourne maintenant depuis quelques semaines. C'est lui qui a fait d'elle une créature de la nuit, et ce soir, elle lui a promis une virée dont elle se souviendrait longtemps. Autour du véhicule, le décor change peu à peu. De hautes cheminées et de vastes entrepôts émergent dans la direction de la côte. Ida et Juggler se dirigent vers ce qu'on appelle le terrain vague, cette étendue de bitume et d'acier au nord de Gary, Indiana. Une industrie florissante avait autrefois pris possession des lieux, mais il n'en reste à présent plus rien que des ruines rouillées qui servent de refuge et de territoire aux marginaux de tous bords. Ce fut Juggler qui brisa le silence de sa voix joueuse. « Alors, te fais-tu à ta nouvelle vie ?» Oui. Enfin, je dois encore apprendre. C'est pour ça qu'on est là, de toute façon. Tu verras, ce soir, je te réserve une épreuve intéressante. Une épreuve intéressante. Soit. Ça va consister en quoi, cette épreuve ? Bien, avant ça, il faut vraiment que je te parle plus amplement des ficelles invisibles, un peu, qui dictent les actions des descendants. C'est comme ça que nous nous appelons vampires, c'est un peu vulgaire. Mais tu vois, tu te crois peut-être libre et tu ne l'es pas vraiment. Là, tu vois que alors qu'il est en train d'entamer sa petite diatribe, il a un petit sourire en coin. Il s'écoute un peu parler aussi. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup palabrer. Je ne suis pas plus, mais d'en avoir conscience, je tire une force qui me permettra peut-être un jour de briser les chaînes qui emprisonnent nos pères. Les descendants, vois-tu, héritent de grands pouvoirs, mais aussi d'une servitude sournoise. Nos anciens à la puissance démesurée entendent dicter nos actions depuis leurs cryptes et leurs châteaux, depuis leurs tours d'ivoire, d'où ils surplombent le monde. Tu vois, la Camarilla, ma chérie, est l'instrument politique qu'ils ont fondé pour assurer cette domination sur nos existences pour toute éternité. Cette organisation est ancienne, bien plus que je ne le suis moi-même, et elle dicte les règles qui régissent notre existence. Elle impose des lois et se donne le droit d'infliger la mort véritable à quiconque les transgresse. S'ils savaient qui tu es, comment je t'ai étreinte pour faire épanouir ton potentiel, ils voudraient certainement en finir avec toi. Mais c'est notre petit secret, n'est-ce pas ? Tu vois, nous sommes différents, nous voyons la nécessité que tout homme et tout descendant a d'être le maître de sa destinée. Nous ne voulons pas être les pièces d'une partie d'échecs grandeur nature, et pour ça il faut s'endurcir et s'aguerrir. Nous allons voir de quoi tu es capable ce soir, et c'est ça l'objet de cette petite épreuve. Mais tu me fais confiance, n'est-ce pas ? Oui. Tu te sens prête à relever ce défi ? Oui. Je ne vois pas à quoi ça fait. Du coup, face un peu au mutisme d'Ida, Juggler met ça sur le compte un peu de son impatience ou de son intimidation. Il n'insiste pas trop et la suite du trajet, qui n'est plus très long, se fait un peu dans le silence, à moins qu'elle ait des questions particulières à lui poser. Ça. Je serai seule donc pour cette épreuve ? Alors tu seras seule, oui, presque, on va dire. Je vais t'expliquer. Attends, on arrive. Une fois que la voiture est garée au milieu des silhouettes sinistres des aciéries abandonnées, Juggler mène Ida dans un entrepôt désaffecté. Il semble se mouvoir avec aise comme s'il était familier des lieux.
Le Bruja porte un jeans troué, surmonté d'un gilet dans la même matière, criblé de coupures diverses et d'un t-shirt noir à manches longues. Il avait prévenu Ida qu'il fallait qu'elle se vêtisse confortablement. Du coup, qu'est-ce qu'elle porte comme tenue ce soir-là? Ida est habillée aussi de couleur sombre, en bleu nuit. Elle a un pantalon en coton simple, en fait. Et un t-shirt aussi avec un col bateau, très simple. Et des chaussures, du basket. Tu fais bien de préciser les chaussures, ça pourrait avoir son importance. Il avait tiré une lampe torche pour un peu s'éclairer au milieu de ces ruines qui baignent dans l'ombre. Ida et lui se trouvent à présent au milieu de tout un tas de gravats et de déchets métalliques. Les murs alentours sont couverts de graffitis en tout genre et il paraît évident, compte tenu des canettes écrasées, des emballages abandonnés, etc., que cet endroit sert régulièrement de lieu de rencontre. Oui, lieu de rencontre, lieu de dope, lieu de plein de trucs. Probablement de nombreuses choses se passent dans les parages. Ida est arrivée depuis peu dans la région, mais sait qu'effectivement le terrain vague, c'est le territoire de certains gangs, de clochards et de personnes en tout genre qui viennent là justement pour être à l'abri des regards et surtout des forces de police. Juggler, une fois qui se trouve au milieu de cet espace un peu intimidant, il prend une voix solennelle et il dit Ida, ma chérie, tu sais que j'ai des grands projets pour toi, de très grands projets. Tu es une fille brillante et pleine de ressources. Elle peut voir qu'il sourit un peu au double sens de sa remarque, alors qu'il poursuit. Ce qu'il te manque, c'est ce dont t'as privé ton éducation aisée et le soutien matériel de ta famille. Tu as vécu parmi les privilégiés toute ta vie de mortel et parmi les descendants, tu n'es rien de plus qu'une prolétaire. Il faut que tu apprennes à penser, à combattre comme quelqu'un qui n'a rien. Elle ne dit rien. Elle le regarde droit dans les yeux. Elle esquisse un petit sourire sur le côté. Alors il éteint la lampe torche, il la jette à Ida, qui la rattrape sans trop de difficulté. Il expose son plan. J'ai payé 3 hommes pour qu'ils t'attrapent et qui te livrent à moi avec la promesse d'une prime juteuse. Ils feront tout pour arriver à leur fin. Moi, je t'attendrai à ton domicile. Y a pas plus de règles que ça. Bon courage. Là, il sourit de manière un peu narquoise, attendant de voir la réaction de son infante. Je commence à me tenir plus droite, à prendre la lampe dans les mains et à regarder autour de moi discrètement pour voir l'environnement qu'il y a juste autour de moi. C'est une sorte de grand hangar, beaucoup de détritus au sol, il y a plusieurs ouvertures, plusieurs portes un peu partout. Et c'est difficile de discerner les environnements immédiats sans la torche. J'éteins la torche 1 minute pour voir, et en fermant les yeux pour voir si j'entends quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas de bruit. Par contre, Juggler tire de l'arrière de son pantalon un revolver qu'il pointe vers le toit et avec à nouveau un petit sourire qu'on discerne à peine dans l'ombre, il dit 3, 2, 1, partez, et il tire une balle en l'air, il ricoche sur le plafond en tôle. Le bruit du coup de feu se répand autour et résonne, ayant probablement alerté quiconque se trouvait dans les parages qu'il y avait quelque chose ici, quelqu'un qui se trouvait là. Donc une fois que le coup de feu a été tiré, je me précipite sur un des côtés pour essayer de me plaquer contre le mur et de trouver quelque chose juste pour me protéger, le temps de regarder autour de moi, en essayant de faire le moins de bruit possible. Idas s'empresse d'aller se placer contre l'un des murs. Effectivement, il y a des espèces de poutres métalliques un peu partout qui peuvent servir temporairement de cachette, assez sommaire, hein, parce que quelqu'un avec une source de lumière verrait au travers tout de suite. Mais ça lui laisse le temps de regarder un petit peu alentour. Juggler n'est plus là. Visiblement, il s'est carapaté dès qu'elle a retiré son attention de lui, et elle a aucune idée d'où il peut être à présent. Donc son objectif est de sortir de ce hangar. Alors c'est plus que ça, c'est de retourner jusqu'à chez elle. Oui, voilà, mais là le but c'est tout de suite sortir, de se barrer de cette pièce et du coup de regarder les sorties qui existent et si elles sont safe ou pas. Alors qu'elle commence à se diriger vers une des sorties plutôt opposée à celle qu'elle avait prise pour aller plus vers la direction qu'elle supposait être celle de son domaine personnel, elle entend du bruit derrière elle.
Il semblerait que quelqu'un soit déjà sur ses talons. Elle ne se retourne pas, elle fait semblant de rien avoir entendu. Elle regarde la distance qui la sépare jusqu'à la porte et elle court le plus rapidement possible. Tu vas faire un jet d'athlétisme. Ça va être assez rude pour Ida qui a seulement 1 point d'athlétisme et 2 points en vigueur. Du coup, tu lances 3 dés. 3 dés avec 1 point de soif. Et je mets pas de difficulté, je vais voir selon ton résultat, qu'est-ce que ça fait. Ah, un succès du coup. Ida commence à courir de toutes ses forces dans la direction de la sortie, parvient à la porte, mais même si elle a réussi à traverser la zone de manière assez prompte, par contre ça a été plutôt bruyant. Forcément, les déchets un peu partout, les canettes, tout ça. On fait du bruit. Elle a pas manqué d'en heurter quelques-uns au passage. Et quand elle sort du hangar, elle se retrouve dans une des grandes allées qu'il y a entre les différents bâtiments et différentes usines qu'il y avait à ce niveau-là. Avant, il s'agissait d'une grande structure d'aciérie surtout. Donc du coup, il y a à la fois des entrepôts, des grands bâtiments d'aciérie qui ont des immenses escaliers qui parcourent leurs côtés. Il y a aussi de gros bâtiments en briques et avec des grandes fenêtres de verre dont la plupart ont au moins plusieurs carreaux de cassés. Du coup, il y a tout un dédale de bâtiments comme ça un peu autour. Il y a toujours du bruit qui vient de derrière elle. Elle se saisit d'un morceau de fer qui est au sol qu'elle garde près d'elle et qu'elle met dans l'arrière de son pantalon. Effectivement, je pense qu'elle peut trouver sans trop de difficulté un bout de truc. Une espèce de barre en métal qui est en fait les espèces de structures qu'on met dans le béton pour oui, c'est ça. Solidifier. Une tige de béton armée. Les tiges là, il y en a un peu qui traînent un peu partout. Elles sont particulièrement rouillées par contre, mais fort heureusement, elles ne risquent pas de maladie de ce côté-là. Non, elle est tranquille. Elle avait son vaccin contre le tétanos. Non, je plaisante. Ouais, elle est morte surtout, donc normalement, ça devrait plus la concerner. C'est pas ça qui l'embêterait le plus. Juste un petit rappel pour t'aider un peu à envisager les options de Ida. Ida, effectivement, là, elle est pas vraiment dans son environnement. C'est plutôt quelqu'un qui a l'habitude d'être dans un environnement social où elle peut utiliser son charme, son intelligence pour s'en sortir. Là, elle se trouve dans une situation où il y a une course-poursuite, plus ou moins, avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas de ce dont ils sont capables. Oui, elle ne sait pas comment ils sont, ce qu'ils veulent exactement. Par contre, elle a des capacités à présent. Depuis qu'elle a été changée en tant que vampire, elle a un certain nombre d'habilités qui lui permettent potentiellement de tirer son épingle du jeu. Déjà, le plus simple, c'est elle a ce qu'on appelle le coup de sang. Le coup de sang, c'est le fait d'utiliser la puissance de ton sang vampirique temporairement pour augmenter tes capacités personnelles. C'est quelque chose qui te permet au prix d'un test d'exaltation, c'est-à-dire que tu lances un dé et tu réussis sur 6 ou plus et tu rates sur 5 ou moins. Si tu rates, ta soif augmente. Sachant que, comme je l'ai dit, la soif va de 0 à 5 et plus elle est haute, plus ton personnage a du mal à contrôler ses instincts et la bête qui sommeille en elle depuis qu'elle a été étreinte. Le coup de sang, comme ça, permet d'augmenter de 2 dés une action qu'elle fait. Par exemple, là, tu vois, quand elle a couru, au lieu de lancer 3 dés, elle aurait pu en lancer 5, ce qui est beaucoup mieux. Ça peut être un moyen pour elle, ponctuellement, effectivement, de s'en sortir mieux, au prix du risque de voir sa soif augmenter, ce qu'elle pourra compenser en se nourrissant. C'est-à-dire, du coup, en buvant du sang. Ensuite, Ida dispose de disciplines. Les disciplines, c'est comme ça qu'on appelle les pouvoirs innés aux vampires, qui dépendent en partie de leur ascendance vampirique, c'est-à-dire que chaque lignée de vampires a développé des disciplines différentes, et ça leur apporte des pouvoirs assez variés. Là, Ida, en l'occurrence, si on regarde sur sa fiche, elle en a 4 des pouvoirs. Elle a la célérité, force d'âme. Voilà, elle a présence. Célérité, force d'âme et présence. Alors en célérité, tu peux voir que elle a le pouvoir de réflexe éclair,
qui lui permet de ne pas avoir de malus de couvert quand quelqu'un essaye de lui tirer dessus avec une arme à feu, ce qui est assez fort parce que normalement les armes à feu c'est tellement rapide qu'on ne peut pas se jeter à l'abri comme ça pour éviter une balle, et qui lui permet aussi de faire des actions secondaires en plus pendant un combat. En force d'âme, elle a esprit résolu qui est surtout un pouvoir défensif contre les autres vampires parce que ça permet en fait d'éviter d'être influencé. Ça peut marcher aussi sur des mortels qui essayent de le faire. C'est très difficile de la convaincre et de la manipuler. Et finalement, en présence, elle a 2 pouvoirs très puissants. Elle a intimider et révérence, qui ajoutent des dés supplémentaires quand elle fait des actions, soit pour intimider, soit pour persuader quelqu'un. Donc ça, c'est des capacités qui sont très fortes. Et tu vois, par exemple, révérence, ça donne plus de dés pour convaincre, pour persuader. Et Ida, ayant déjà 1 en persuasion et 3 en charisme, par exemple, ça lui fait 6 dés, rien que comme ça, quand elle essaye d'utiliser révérence. Donc c'est quelque chose qui permet d'augmenter beaucoup ses compétences sociales si elle a besoin. Donc on en revient à elle. Elle se trouve présentement avec une barre de fer coincée dans sa poche et l'impression que quelqu'un est déjà sur ses traces. Devant elle, il y a un bâtiment avec des escaliers et des échelles qui font le tour et qui est probablement un des plus grands bâtiments autour. Ça doit être un des principaux bâtiments de la Syrie, celui où justement on coulait le fer et les alliages avant. Un peu plus loin, sur sa gauche, il y a un grand bâtiment qui semble être plutôt un bâtiment administratif, avec des grands murs de briques et beaucoup de vitres et une porte ballante. Et il y a également la possibilité de poursuivre dans ces grandes allées qui séparent les bâtiments et qui sont laissés un peu à l'abandon, avec un peu des buissons, des détritus en tout genre, des déchets, des morceaux de bâtiments qui se sont effondrés. C'est un terrain qui est plutôt découvert, mais qui propose quand même potentiellement des... qui est découvert, mais du coup qui lui permet de regarder, de voir aussi. Oui. Et ouais. Donc là, le but, selon moi, faut que Lida quitte la Syrie. Après, ma question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'elle va rejoindre Juggler chez elle, est-ce qu'elle va rentrer chez elle seule, ou est-ce qu'elle doit les combattre pour personne et apporter la preuve qu'elle les a combattus? Alors lui, la seule règle qu'il lui a donnée, il lui a dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas plus de règles que ça, c'est je te retrouve chez toi. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait aussi en découler? Le risque qu'il y a pour Ida, c'est que elle se fasse capturer, et dans ce cas elle a perdu, ou pire que ça, elle n'arrive pas à s'en sortir avant que le jour se lève, et là, c'est oui, potentiellement la mort pour elle. C'est la mort pour elle, ouais, tout à fait. Pour moi, alors je pense que, étant donné qu'on a eu une Syrie, qu'on a été ce grand hangar où on faisait couler l'acier, étant donné qu'il faut apporter des choses, je pense que l'entrée et le portail n'est pas très loin de ce grand bâtiment. Donc je décide de faire le tour, de poursuivre pour voir si on peut partir de là. En se rapprochant du grand bâtiment, elle peut voir que il y a une espèce de grande ouverture sur le côté qui semblait être un accès à camion. Un portail. Et qui donne sur l'intérieur. Il fait très sombre. Hein. Là, elle est en extérieur, donc il y a quand même le support de la lumière de la lune qui permet d'y voir un peu clair. Mais c'est vrai que l'intérieur des bâtiments est très sombre. Elle a cependant à la main la lampe torche que lui a laissé Juggler avant de l'abandonner. Qu'elle a éteinte. Elle l'a éteinte pour le moment, ouais. Moi, je prends un morceau de béton qu'il y a par terre et je le jette à l'intérieur de ce grand hangar pour faire diversion, un peu pour voir ce qui se passe si jamais on entend du bruit plus loin dans le hangar. Elle prend une pierre qu'elle lance, le bruit s'éteint de lui-même assez rapidement. Et il se passe rien. Rien de particulier. Et je regarde autour, parce que là c'est l'entrée dans ce grand bâtiment. Et je regarde s'il n'y a pas une autre sortie sur les murs extérieurs. Le bâtiment, effectivement, doit avoir plusieurs entrées, sorties, et pénétrer à l'intérieur, c'est la sortie des camions, en quelque sorte, mais il y a sûrement des sorties plus modestes de l'autre côté, ou sur un flanc. Il y a de nombreuses options, a priori. Vraiment, compte tenu quand même de la grandeur du bâtiment et des escaliers, de tout le bruit que ça peut entraîner, etc.,
décide de continuer à couvert pour trouver une sortie plus simple, plus petite. Une vraie sortie, quoi. Elle continue sur cette espèce de trouée verte qui est devenue la route entre les bâtiments. Elle entend du bruit maintenant qui vient de l'autre direction, c'est-à-dire en face d'elle. C'est un bruit de moteur. Elle se jette sur le côté et regarde en se cachant derrière un tonneau rouillé un peu bancal qui a juste là pour essayer d'apercevoir le véhicule qu'elle entend, s'il y a bien un véhicule. Ida a 3 en dextérité et 1 en furtivité. Ça lui fait 4 dés pour essayer de se cacher. Alors 2 succès. Ida se recroqueville dans un coin derrière des tonneaux qu'elle trouve éventrés sur le côté. C'est pas une cachette idéale, mais sur le moment, elle a pas trouvé mieux. Elle voit une moto qui passe lentement entre les détritus avant de s'arrêter non loin. Il y a un homme qui en descend, du coup, c'est son conducteur. C'est un homme qui doit faire bien 1m90. Il est vraiment très grand. Il est pas enrobé, mais en tout cas, son torse ressemble presque à un fût tellement il est rond. Il a des longs cheveux noirs qui tombent en arrière et une barbe tout aussi noire qui est plutôt épaisse et touffue. Il a l'air de chercher autour, porte une tenue de biker. Visiblement, c'est peut-être quelqu'un qui appartient à un gang de motards de la région. Les 1%. Probablement, oui. Sachant que Juggler, a priori, a des contacts un petit peu dans ce genre de milieu aux alentours. Hells Angels, quoi. Et donc, du coup, l'homme en question descend de sa moto et commence à chercher alentour. Son regard se tourne vers le grand bâtiment d'Assyrie, vers l'ouverture des camions par lequel Ida avait regardé peu avant, et il lui tourne le dos pour le moment. Il bouge pas, il reste le dos tourné. Pour l'instant où il inspecte, il regarde un peu autour. Il n'a pas sorti de lumière pour le moment, mais visiblement il est à la recherche de quelque chose ou quelqu'un, et c'est probablement elle. Elle en conclut qu'il fait partie des 3 personnes qui la recherchent. Alors c'est délicat de partir en courant, en même temps s'il a le dos tourné, c'est vrai qu'elle peut se déplacer, mais le bruit va forcément le faire retourner. Effectivement, si elle essaye de courir, ça risque... Ça va forcément l'attirer, voir les autres. Et par contre, la moto, c'est quand même quelque chose de super intéressant parce que c'est quand même un moyen de locomotion qui lui permettrait de rentrer chez elle. Parce qu'elle est quand même à une certaine distance. Quand même. Effectivement, à prendre en compte cependant, c'est que la moto, quand elle est arrivée, elle naviguait un petit peu entre les déchets par terre. Les déchets par terre, les trous dans le sol. Pas simple de rouler dessus. Ça risque d'être compliqué de s'enfuir à toute berzingue avec. Ouais. Surtout avec le conducteur à quelques mètres derrière elle. Tout à fait. Qui potentiellement a des forces physiques plus importantes. Quoi qu'il arrive, si là c'est un peu le dilemme. Parce que si elle bouge pas, le fait de pas bouger et d'attendre qu'il avance dans ce bâtiment pour se déplacer est une solution. Pour l'instant, il ne bouge pas. J'attends ta réaction avant de faire avancer un petit peu le... Moi, j'essaie de respirer le moins fort possible et de pas bouger. Alors, l'avantage, c'est qu'en tant que vampire, Ida n'a plus besoin de respirer. C'est vrai, ça je savais pas. Ouais. Ah bah c'est bien ça. Tout à fait. Toutes les fonctions physiques vitales elle a pas besoin de normales trouver du des corps. toilettes, tout ça, c'est tranquille. Tout à fait, oui. Les vampires ne font pas pipi, ne font pas caca. Et effectivement, c'est un avantage. Ils ont de la chance, hein. C'est vraiment un avantage. Mais ils peuvent manger, ils ont soif. Alors, ils ne peuvent pas forcément manger. C'est seulement le cas de... Oui, non, mais ils ont soif. Ils ont soif de sang. Effectivement. Mais par contre, tu vois, par exemple, naturellement, ton personnage n'a plus de battement de cœur, par exemple. Il faut qu'elle force son corps à faire semblant, en fait. C'est ce qu'on appelle l'étincelle de vie. C'est quelque chose que tu peux faire. L'étincelle de vie. C'est ce que tu peux faire ponctuellement en faisant un test d'exaltation. C'est du coup forcer ton sang à réalimenter ton corps. Et du coup, tu retrouves un peu des couleurs. Tu as ton cœur qui commence à battre à nouveau. Faire un semblant de vie, quoi. Tu fais semblant d'être vivant temporairement. Mais là, du coup, elle ne respire pas. Non, mais là, c'est pas intéressant du tout dans les faits. Oh, bah là, tant mieux. Donc, elle ne fait aucun bruit si elle ne bouge pas. Oui, mais après, comme on l'a dit, elle n'est pas très bien cachée non plus. Oui, c'est ça le problème.
Est-ce qu'elle a la possibilité de grimper sur quelque chose ou non? Autour d'elle, c'est... Alors là, elle est plutôt dos à un mur, derrière ces barils qu'elle a trouvés rapidement pour se cacher. Pas vraiment de possibilité d'escalader ce mur. Alors, pour moi, dans ma tête, il y a 3 possibilités. La première, c'est de se prendre pour Indiana Jones et de courir de toutes ses forces pour sauter sur la moto. C'est celle que je ne retiendrai pas, pour l'instant. La deuxième, ce serait un peu culottée, d'essayer, comme elle se sent quand même assez aisée, d'acheter le type pour qu'elle se casse, quoi. Mais j'y crois pas non plus. Moi, je tenterai encore mon système de je prends une pierre et je la jette plus loin pour voir s'il va mettre sa tête de l'autre côté, d'un côté droit par exemple, et moi je pars du côté gauche. La pierre, ça va forcément le faire réagir. Est-ce que j'aurai le temps pour pouvoir partir? C'est pas sûr. Ça peut peut-être lui faire gagner quelques mètres dans sa course. Parce que comme il est grand, il fait 1m90, lui attaquer avec ma barre de fer, c'est beaucoup trop risqué. C'est sûr que je me ferai défoncer. Oui, sachant que Ida a 0 point en mêlée, elle est pas très forte en combat. Ouais, je me ferai défoncer. Mais en étant justement accroquevillé derrière mon espèce de vieux baril tout pourri là, je vois que dans le fond, il y a une petite porte, en fait, qui entrouverte, qui est déjà ouverte, je veux dire, et que je pourrais avoir le temps de me faufiler dedans. Alors, il y a des bâtiments un peu partout, donc effectivement, il y a probablement d'autres portes par lesquelles elle pourrait rentrer. Dans un autre hangar, ouais. Est-ce que du coup, elle tente de le faire juste en partant le plus vite possible? Est-ce qu'elle essaye de se déplacer discrètement, par contre, plutôt, pour rejoindre l'endroit sans se faire voir? Soit elle essaye de faire une diversion pour ensuite courir vers là-bas. Moi, je pense pour la diversion. Très bien, donc du coup, Ida se saisit d'une pierre qu'elle jette soigneusement hors du champ de vision du biker pour qu'il ne voit pas la pierre passer, ce serait un peu ballot. Celui-ci se tourne immédiatement vers le bruit en question, mais alors que Ida commence à courir, du coup, très clairement, lui se rend compte que très rapidement qu'il n'y a rien à l'endroit où il a regardé. Il perd quelques secondes dans cette réaction, mais pas suffisamment pour ne pas remarquer que derrière lui, quelqu'un est en train de se carapater. Du coup, Ida va faire un jet de dextérité plus athlétisme pour essayer de passer un peu tous les obstacles et puis pas chuter sur quelque chose sur son chemin. D'accord. Donc ça fait 4 dés. Est-ce que tu veux faire un coup de sang? Là, je pense que c'est nécessaire. Hein. Du coup, tu lances 6 dés, toujours avec 1 de soif. Et par contre, une fois que tu auras fait ton action, on fera un test d'exaltation pour voir si ta soif augmente. D'accord. 2 succès. Alors 2 succès, c'est pas énorme. Il y a encore autre chose qui entre en ligne de compte, c'est la volonté. La volonté, ton personnage, il a 3 en volonté. Ce sont des points que tu peux utiliser et qui permettent de relancer des dés pour maximiser tes résultats. Une fois, je peux les relancer. Du coup, 3, vu que tu as 3 points de volonté. Par contre, quand tu dépenses ton dernier point de volonté, ton personnage, après, est épuisé mentalement, et du coup, il a des malus à ses actions. Mais là, pour l'instant, tu as 3 points. Je tente. Très bien, dans ce cas, tu vas relancer 3 dés. 7 succès critiques. Ah ouais. Alors là, du coup, on est dans une réussite très très forte. Ida n'a plus que 2 points de volonté, mais par contre... l'effort qu'elle a fourni ici, effort surhumain, qui est au-delà des capacités qu'elle aurait eues de son vivant, lui permet de couvrir une distance assez importante avant même que le type qui la cherche ne s'en rende compte. Ce qui fait que il sait que elle est partie. Il a entendu que quelqu'un s'était carapaté derrière lui. Par contre, il n'a pas eu le temps de voir dans quelle entrée elle est passée. Ida, elle, se retrouve à l'intérieur d'un des bâtiments. C'est un bâtiment avec des sortes de passerelles qui descendent. On a l'impression que ça s'enfonce un petit peu vers le sol. Il y a beaucoup de machineries autour qui ont été abandonnées et qui sont maintenant dans un état de délabrement très avancé. Il y a des passerelles qui descendent, il y a également des passerelles qui montent avec des échelles. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres entrées au niveau où elles se trouvent. Par contre, effectivement, le bâtiment a l'air d'être relié à d'autres par ses niveaux supérieurs. Il y a pas mal de machines un peu partout. Il y a une espèce de chemin métallique qui descend. Et par contre, il y a effectivement des échelles et des escaliers qui montent. Et on peut voir des passerelles qui passent en hauteur et
notamment qui ont l'air de sortir du bâtiment pour rejoindre un autre bâtiment. Peut-être des passages qui étaient faits pour relier plusieurs zones critiques. Donc là, je profite de mon avance et j'essaie de grimper. Donc Ida commence à grimper à une des échelles métalliques. Elle arrive assez vite au sommet de toutes ces passerelles. Elle se trouve maintenant à peu près une quinzaine de mètres du sol. Mhm. Elle domine toute la pièce, effectivement. C'est vraiment comme un cimetière métallique qui se trouve sous ses pieds. Une fois qu'elle arrive en haut, elle voit la grande personne, ce grand homme qui paraît dans l'entrée par laquelle elle est entrée, qui regarde à gauche, à droite, qui essaye de la chercher. Là, globalement, ces options, elle pourrait soit essayer de partir dans la direction qu'elle avait empruntée jusque-là, et il y a une ouverture qui semble rejoindre un autre bâtiment, soit partir de l'autre côté où il y a apparemment un passage qui permet de redescendre et une autre sortie au niveau du sol. Non, bah là, je vais vite redescendre parce que ce serait bien que je reste en haut pour voir où sont les deux autres. Et puis trouver la sortie de cette aciérie quand même. Donc je me dirige vers l'autre bâtiment en étant la plus discrète possible. Donc j'essaie de m'accrocher par les mains. Juste une chose, pour ton précédent jet, on a oublié de faire le jet d'exaltation. Ah oui, c'est vrai. Tu lances un seul dé. Là, c'est un échec, donc là, Ida était à 1 de soif, elle passe à 2. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'effort qu'elle a produit a un peu agité la bête en elle. Et là, à 2 en soif, c'est pas un sentiment qui est impossible à réprimer, mais c'est déjà un peu plus dans sa tête. C'est-à-dire que l'idée de potentiellement se nourrir sur l'un de ces hommes qui est là pour ses chasses, ça commence à la titiller. Ça la titille peut-être un petit peu, mais c'est pas quelque chose contre lequel elle peut pas se battre. Elle sent juste que elle est habitée et que à un moment donné, faudra se nourrir. D'accord. Du coup, comme on l'a dit, elle essaye de partir discrètement par le haut. Ça va être un jet de discrétion, du coup. Elle a 4 dés en 3 plus 1 en furtivité. Un succès. Ida progresse pas à pas sur les plaques de métal qui forment la passerelle sur laquelle elle se trouve. Elle fait de son mieux, mais c'est quand même un peu bruyant ce genre de plateforme. Oui, Très difficile de pas se faire entendre. Elle n'a pas encore atteint le bout de la plateforme quand la personne en bas qui la poursuit lève la tête et la remarque. Néanmoins, elle passe par l'ouverture. La plateforme qu'elle suit la mène à une espèce de tour probablement qui servait à faire monter des marchandises ou quelque chose comme ça. C'est une espèce de tour où la passerelle en fait le tour complet. Il y a des échelles qui permettent de descendre, mais il y a également un espèce ancien monte de charge, effectivement, qui a l'air complètement hors d'usage depuis au moins 30 ou 40 ans, mais qui a laissé du coup un grand vide jusqu'en bas. D'accord, donc ça fait comme une échelle de pompier, mais sans les pompiers non plus. Et sans les pompiers non plus. On ne pourrait pas faire grand-chose les pompiers. Le but quand même, c'est qu'elle se casse. Un vampire peut pas avoir de fracture, si? Non, bah non. Si. Alors si, effectivement, ton personnage est devenu très très résistant. Faut vraiment qu'elle prenne des blessures assez importantes pour pouvoir être incapacitée et avoir des blessures graves. Théoriquement, elle peut pas mourir, c'est-à-dire que si il lui arrive des blessures graves, elles finissent toujours par se guérir. Mais effectivement, si tu te blesses beaucoup trop d'un coup, ton personnage entre dans ce qu'on appelle la torpeur et il faut un certain temps avant d'en sortir et ça risque d'être trop long pour elle. Là, effectivement, elle ne peut pas risquer non plus de s'infliger des blessures trop graves. Il faut qu'elle mesure les risques. Mais bon là, du coup, elle est un peu dans un cul-de-sac. Faut qu'elle tourne autour de sa passerelle. Elle n'a pas trop les moyens. Il y a des échelles qui descendent de passerelle en passerelle. En fait, tu vois, il y a plusieurs passerelles autour du mont de charge. Elle se décide d'entamer une course-poursuite et de prendre des passerelles en les descendant le plus rapidement possible. Elle se dépêche de descendre les passerelles. Une fois qu'elle arrive en bas,
une fois qu'elle met enfin pied à terre, elle se rend compte que il y a quelqu'un en fait qui l'attendait. C'est pas la même personne. Pas lui. C'est c'est un autre homme. C'est un type un peu plus petit hein, quand même, hein, qui doit faire plutôt dans les 1m75, avec une veste grise un peu usée, une casquette sur la tête qui a l'air d'être une sorte de casquette de conducteur de camion. C'est un homme a l'air plutôt bonhomme, un peu barbu, les oreilles un peu décollées, qui a pas l'air d'être quelqu'un de très agressif en soi, mais qui a l'air déterminé et qui ne la lâche pas du regard dès qu'elle met pied à terre. Dès qu'elle arrive, du coup, elle peut l'entendre dire va falloir venir avec moi, madame. Elle comprend que, effectivement, la crainte de tomber sur une autre personne est arrivée. Elle décide de se retourner, de tenter un petit sourire en disant bonsoir. C'est pas contre vous, madame, hein, vous savez, les temps sont durs par ici. Et si je veux pas vous suivre? Et vous voulez m'apporter où? Vous voulez m'emmener où? Elle essaye pendant ce temps-là de regarder tout autour pour voir si elle voit quelque chose d'intéressant pour elle. Elle se trouve à nouveau une sorte d'intersection entre les bâtiments. Il n'y a pas grand-chose au milieu de ces vieilles carcasses de bâtiments. Par contre, il y a un peu plus loin, elle peut voir un pick-up qui est garé dans une des allées. Probablement le véhicule de ce monsieur-là. Du type. Et du coup, il insiste un peu, il dit si j'ai bien compris, votre copain là, c'est un jeu entre vous. Bon, moi c'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est l'argent. Donc va falloir me suivre, madame. Ou j'essaie de me carapater, ou là j'utilise ma barre de fer et je lui la mets dans la figure. Bah non, c'est ça, hein, mais ça c'est vraiment en cas dernier secours. Hein. Encore une fois, la barre de fer, c'est pas la spécialité d'Ida. Hein. Ça risque d'être assez décevant comme tentative. Donc bah je n'ai pas d'autre choix que de le suivre. Donc après, potentiellement, elle a des opportunités. Hein. Je te rappelle que Ida de base est quelqu'un qui a déjà du charisme, qui sait manipuler les gens. À côté de ça, elle a les pouvoirs de son sang qui lui offrent des opportunités. C'est ce que j'allais dire en fait, de persuader de la laisser partir. Là, par exemple, ses pouvoirs de présence ici, elle a intimidé et révérence. Elle pourrait totalement essayer de persuader cette personne ou au contraire de l'intimider. Oui, non mais c'est ça parce que c'est ce que je me posais comme question au tout début en fait. C'est de pouvoir user de ses atouts financiers ou autres pour leur faire comprendre qu'il y a mieux ailleurs. Quoi. Donc, pas de dire par exemple, alors comme ça, vous avez une belle somme d'argent qui vous est promise si jamais vous me ramenez chez moi. Oui, c'est ça. Est-ce que Ida utilise un de ses pouvoirs du coup? Que ça soit révérence ou intimidé, c'est un pouvoir qui s'active, qui ne coûte pas de sang. C'est une sorte d'aura qui se dégage d'elle du coup. Ouais. Non, je vais prendre la révérence. Au moment où elle se sert des pouvoirs de son sang pour utiliser la révérence, elle voit tout de suite que le regard de l'homme se focalise vraiment sur elle de manière très intense. Il a l'air d'être focalisé vraiment encore plus dans sa direction. Il a l'air de boire ses paroles. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Comment tu essayes d'exploiter cet avantage? Du coup, la révérence te donne plus 2 dés à tout jet qui implique le charisme ou la persuasion. Du coup, j'essaie puisque je vois qu'il m'écoute et qu'il boit un peu mes paroles comme du miel, de me déplacer doucement avec lui à côté et d'aller vers le pick-up tout doucement, dans le but de faire croire aux 2 personnes potentiellement présentes qu'il réussit et que ces 2-là n'ont pas besoin d'intervenir. Le but, c'est qu'elle essaie d'obtenir les clés du pick-up, qu'elle prenne toute seule le pick-up pour aller toute seule rentrer. D'accord. Vous savez, non, parce que évidemment mon ami nous a mis dans la confidence de notre petit jeu, mais la personne ici qui a le pouvoir de signature, c'est moi. Et pour mettre plus de piquant, j'accepterais volontiers de doubler les choses si on venait à corser un petit peu le jeu. Par exemple... Il se frotte l'arrière de la tête, il a pas l'air de tout à fait comprendre ce que tu veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment ça, corser le jeu? Pourquoi est-ce que je serais la seule à être apportée? Normalement, il n'y a pas que moi qui dois rentrer.
Il y a aussi les 2 autres personnes présentes sur ce site. Et si nous les attrapions, c'est le double de la somme. Ouais, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? Tu vas faire un jet de persuasion, du coup. Oui. Ici, ça va être plutôt de la manipulation. Parce que là, tu essayes vraiment de manipuler un petit peu ce qu'ils pensent, etc. Et tu as 2 dés supplémentaires qui viennent de présence. Alors, 4 succès. 4 succès, c'est très fort. L'homme te dévisage. Qu'est-ce qui m'assure que je l'aurai, ce paiement? C'est pas une arnaque? Puisque vous devez me ramener chez moi, vous connaissez forcément l'adresse, donc vous savez où me trouver. Il a l'air de considérer l'idée, mais il est encore un peu hésitant. Je vais pas m'évaporer dans la nature. Si vous voulez, je reste dans le van, juste là, et je vous attends. Que vous me rameniez les 2 autres personnes. Tu le vois qui hésite encore un petit peu et qui finit par hocher la tête. Il fouille dans sa poche, finit par en tirer une clé, celle du véhicule du coup, et il te l'étend. Vous savez où ils sont? Allez-y, je vais pas être long. Je pense qu'il doit être dans les parages. Excusez-moi madame, hein, mais vous êtes pas les plus discrètes. Et qui vous dit que j'ai envie d'être discrète? Bon, en tout cas moi j'en sais rien, mais Bien sûr, j'espère que vous allez tenir parole. je tiens toujours parole. Il te laisse les clés. Et par contre, effectivement, alors que Ida commence à se diriger vers le pick-up, il y a le grand motard qui débarque en courant. Visiblement, il est furieux de jouer comme ça à chat et souris dans le bâtiment d'avant. L'autre homme, celui avec la casquette de conducteur de camion, va pour s'interposer face à lui, mais comprend très vite à mesure que la personne arrive à toute vitesse vers lui que en fait il fait pas forcément le poids et que la personne elle est beaucoup plus grande de près. Le motard lui se dirige à toute vitesse vers Ida, mais l'autre s'interpose, ce qui provoque une collision. Mais très vite ils en viennent aux mains à se tirer d'un côté et de l'autre. L'homme qu'elle a soudoyé ne résistera pas longtemps à son adversaire. J'essaie de sauter le plus rapidement dans la voiture et de la faire démarrer. Elle ouvre la voiture, elle ouvre la portière du conducteur, elle se place au volant, elle tourne la clé. Le moteur cahote un peu mais démarre. La voiture commence à rouler. Assez rapidement, elle commence à s'éloigner de ces 2 hommes. L'un probablement furieux, l'autre un peu circonspect de ce qui vient de se passer. Se sentant peut-être un peu bête, ne sachant pas vraiment si au final il va avoir la paye qu'on lui a promis ou si en fait il s'est fait jouer. Mais en tout cas, Ida est en train de les laisser derrière elle. Et le véhicule s'enfonce entre les bâtiments pour se diriger vers la sortie du terrain vague. Elle reprend la route en direction du nord-est de Gary, là où elle a acheté ce petit manoir qui devrait lui servir de refuge à présent qu'elle ne peut plus vivre le jour. Petite distance qu'elle a pris du coup avec la société mortelle et qui lui permet de justifier un petit peu son manque d'apparition ces derniers temps. Elle conduit. Au bout d'une vingtaine de minutes, elle arrive enfin dans la petite banlieue où se trouve le manoir en question. Quand elle arrive devant son manoir, il y a 2 véhicules qui sont garés. Il y a la Mustang de Juggler. Il y a également une autre Ford, un peu en mauvais état, plus modèle grand public, avec quelqu'un qui semble attendre. C'est un homme afro-américain qui a l'air d'avoir à peu près la quarantaine. Il attend les bras croisés, il est en t-shirt et en jean. Elle a laissé la voiture derrière. Voilà, pour qu'elle décide de trouver un moyen de rentrer. Ou elle l'affronte, ou elle rentre sans l'affronter. Le manoir a une petite enceinte tout autour. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un petit muret. Avec une allée qui mène au garage et à une porte qui permet de rentrer à l'intérieur de l'enceinte. Et après, t'as encore un peu d'espace de jardin pour atteindre la maison en elle-même. Oui, une sorte de portier, quoi. De toute manière, elle va pas escalader un mur pour pouvoir rentrer chez elle. Elle pourrait si elle le veut. Ouais, mais elle a pas trop le solution physique de le faire. Comme on l'a dit, hein, les coups de sang, etc., ça permet de se dépasser. Et effectivement, tu vois, par exemple, quelqu'un qui normalement a 2 en force, qui fait un coup de sang, se retrouve à 4, bah en fait, il a la force de quelqu'un qui normalement est très sportif. Si sa soif augmente alors qu'en fait elle est chez le végétarien. Alors si sa soif augmente, elle aura un peu plus soif, effectivement. Après, 3 en soif, Voilà. ça devient un peu plus compliqué, mais c'est pas... C'est pas impossible. La soif, ça commence à poser problème à partir de 4.
Et 5, c'est très grave. En fait, à partir de 4, ton personnage, il a beaucoup de mal à se contrôler à la vue du sang et à l'odeur du sang, au goût du sang aussi. Il peut entrer en frénésie, c'est-à-dire qu'il devient vraiment bestial dans sa recherche de sang. Un 5, c'est encore pire. 5, c'est le risque aussi de, quand on se réveille, de rentrer en torpeur plutôt que de se réveiller. 1, 2, 3, c'est l'espace encore à peu près gérable de la soif. Donc je tente quand même d'escalader le mur parce que je connais le jardin et j'ai pas envie de l'affronter parce que je me doute qu'il est plus fort physiquement que moi. Donc, plutôt que de confronter l'homme en Je question, le tente. Ida détourne son chemin et du coup se retrouve sur un des flancs du bâtiment, côté dune, et tente d'escalader. Donc du coup, elle a 2 en force, elle a 1 en athlétisme, normalement elle a 3 dés. Si elle fait un coup de sang, ça fait 5 dés. Alors 3 succès, c'est très bien. Tu fais du coup un test d'exaltation, tu lances juste un dé pour voir si la soif augmente. Alors la soif augmente. Là effectivement, alors que les mains d'Ida atteignent le sommet du muret et qu'à l'aide de ses pieds, elle se propulse de la surface jusqu'au sommet, elle arrive au sommet du muret, mais elle sent que en tant que prédatrice, il lui manque une proie et que la soif est devenue plus intense. Les efforts de la nuit, effectivement, ont mis à mal sa bête. Elle a dû pousser dans ses retranchements les capacités qu'elle avait, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui est habitué à ce genre d'efforts. Et du coup, quand elle atterrit dans le jardin, elle sent que le sang est dans son esprit, c'est très présent comme sensation, comme envie. Là, elle est vraiment dans un besoin de chasse. Il n'y a pas de domination, en fait. Ce qui peut arriver ponctuellement, c'est quand tu fais un jet, si tu fais un 1 en dé de soif et que tu rates ton action, tu peux avoir ce qu'on appelle une compulsion, c'est-à-dire que la bête va influer sur ton comportement d'une certaine manière. Par exemple, ça peut être une compulsion de soif qui va te dire bah tant que tu te nourris pas, t'as -2 à toutes tes autres actions qui servent pas à essayer de te nourrir. Ou alors ça peut être une compulsion de violence où ça va dire bah tant que tu fais pas mal à quelqu'un, toutes tes autres actions pour agir auront un malus. Ça peut être comme ça, c'est un peu sournois, c'est-à-dire que ponctuellement, ça a plus de chances d'arriver plus ta soif est haute. Ponctuellement, du coup, la bête peut se mêler de tes affaires et de ton comportement et modifier de manière subtile la personnalité que t'as pour te faire agir d'une manière plutôt bestiale et agressive. Très bien. Là, pour le coup, elle a 3 en soif, c'est juste que si elle venait à faire des actions, etc., elle aurait plus de chances que ce genre de comportement arrive. Donc là, elle est toujours sur son muret ou elle a réussi à descendre de son muret? Elle est descendue du muret, elle est dans son jardin. Donc elle regarde quand même s'il y a une quatrième personne non prévue mais qui aurait été cachée qui apparaît et elle se dirige vers l'intérieur du manoir. Elle se dirige vers l'intérieur du manoir. Il fait sombre à l'intérieur. La porte est ouverte quand elle arrive. Elle sait que le personnel, notamment son majordome et puis son ancienne nourrice, sont sûrement déjà couchés vu l'heure avancée qu'il est maintenant. Par contre, effectivement, il n'y a pas un bruit, pas un signe de vie dans l'intégralité du bâtiment. Doucement, elle se dirige vers sa chambre pour se demander si le juggler est forcément là parce qu'il y a sa voiture. Mais où est-ce qu'il est? Ça, c'est la question. Il se trouve dans sa chambre, il l'attendait, assis sur son lit. À quoi ressemble la chambre d'Ida? Alors la chambre d'Ida est à l'étage. Alors je la vois avec un parquet meublé de manière assez classique en fait, mais avec une grande, malheureusement une grande fenêtre parce que bon c'est ce type de manoir, mais beaucoup de tissus, de textures pour essayer d'assombrir les choses. Peut-être un volet roulant? C'est ça, oui, voilà. Un volet roulant vraiment très occultant. Aussi, pour que ce soit quand même moins choquant d'avoir un volet occultant, des taffetas, des tissus pour donner un côté un peu théâtral. Si jamais une personne rentre, pas qu'elle soit non plus surprise par un élément complètement... Même quand les volets sont baissés à cause des rideaux, des décorations, etc., ça fait un peu nid douillet et
on se focalise pas trop sur le fait que normalement devrait y avoir une grande Exactement, baie vitrée voilà. à cet endroit-là. C'est incorporé dans la décoration, comme quoi, en fait, c'est quelque chose de naturellement sombre, voulu comme ça. Je pense que peut-être même le bouton qui sert normalement à activer le volet roulant est peut-être désactivé C'est exactement ça. pour ne pas prendre de risques à Jamais ce une personne niveau-là. voulait l'ouvrir et ça ne marcherait pas. Et du coup, elle a donc un grand lit avec 2 tables de nuit et un paravent dans un coin et une coiffeuse à côté de son lit, ainsi qu'une méridienne. Elle est venue de manière assez confortable. Justement dans l'idée que si une personne externe vient entrer, qu'il n'y ait pas de doute ou de soupçon quelconque sur quelques problèmes qu'elle ait. Et comme elle est réputée comme étant de santé fragile et qu'elle a usé un peu de ça pour pouvoir un peu faire ce qu'elle voulait, elle a un peu son décor théâtral pour jouer les grandes malades quand elle a besoin de rester seule. Très bien. Juggler, lui, il est assis en tailleur sur le lit. Il a ôté ses chaussures de sécurité qui sont au bord du lit, du coup. Il est pieds nus à part ça. Et il l'attendait visiblement dans le noir. Quand elle entre, j'imagine qu'elle allume sûrement la lumière pour le trouver. Il a l'air plutôt satisfait. Il a ce sourire un peu moqueur, un peu mystérieux sur les lèvres qu'il a toujours. Il attend de voir ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire. Je rentre, mais j'ai toujours la lampe torche à la main en fait. Et je l'allume en disant alors, et moi j'ai quoi comme récompense? Il sourit face à l'insolence de la demande et il répond approche-toi. Je me dirige vers lui. Juggler fait sortir ses crocs, il se mord l'avant-bras pour ensuite tendre celui-ci à Ida et elle sent tout de suite l'odeur du sang, mais ici même de la vitae, c'est comme ça qu'on appelle le sang de vampire, qui est très fort. Il lui propose comme ça, du coup, son poignet ouvert pour qu'elle puisse y boire. Et est-ce que c'est bon pour elle ou pas de le boire? Parce que du coup, pour moi, elle a déjà bu. Elle a pas énormément de connaissances là-dessus pour le moment. Oui, donc elle pourrait, tout ce que Yoger fait, elle veut le faire. Tout ce qu'elle sait, c'est que boire du sang, c'est très satisfaisant. C'est même pas comparable à n'importe quel plaisir gustatif de mortel. Là, elle sent que l'odeur du sang est très puissante par rapport au sang d'un mortel. Elle a goûté du sang de vampire qu'une seule fois jusque-là. C'était le soir de son étreinte, parce que l'étreinte dans cet univers, ça se passe en 2 temps. C'est d'abord le cire vide de tout son sang l'humain, le mortel, et ensuite lui fait boire de son sang directement pour remplacer, entre guillemets, il met une goutte, au moins une goutte de son sang dans la bouche de son enfant. C'est ce remplacement qui provoque la transformation en fait. Et effectivement, de s'y souvenir, c'était un plaisir vraiment incommensurable. Pour moi, Ida, elle est encore un peu en admiration face à Joker. Elle est débutante, c'est un peu sa seule attache, donc c'est très difficile qu'elle y résiste. Même si au fond, j'aurais bien aimé qu'elle joue la femme forte toujours et qu'elle prouve qu'elle peut résister et qu'elle est pas qu'un petit soldat, quoi. Donc entre les deux, j'hésite. Après, il y a quelque chose aussi que Ida explique pas forcément, parce que au-delà effectivement déjà de l'admiration, etc., qu'elle avait pu déjà éprouver pour Juggler avant d'être étreinte par lui, depuis qu'il l'a étreint, elle a l'impression quand même que ses sentiments se sont renforcés. Il y a une sorte de passion pour cet être étrange qui s'est développé, quelque chose d'assez surnaturel en quelque sorte, qui surtout dépasse un petit peu sa compréhension. Qui la surpasse, enfin, comme pour moi. J'avais vraiment compris quand on avait fait les liens entre différents personnages. Oui, oui. Elle était quand même très attachée à Juggler. Moi, je la ferai boire quand même ce soir. Ouais. Ida se rapproche, s'installe pour pouvoir porter l'avant-bras à sa bouche. Quand elle commence à se nourrir à ce sang puissant, à ce sang bien plus ancien que le sien, elle sent vraiment que il y a une différence incomparable avec celui d'un mortel. C'est une sensation qui est indescriptible, qui l'envahit. Sa soif diminue, mais en même temps, elle sent que quelque chose de plus fort la lie encore plus à Juggler.